Alors, je dois dire bonsoir, mais peut-être je dois dire aussi bonjour. Nous sommes sur 18 fuseaux horaires. Je ne sais pas dans quelle, je ne sais pas dans quelle mesure je souhaiterais, je voudrais inviter les participants qui nous ont déjà rejoints à nous laisser une trace, nous dire d'où ils viennent, qui ils sont éventuellement. Et puisque nous sommes maintenant dans le cadre de notre colloque Israël est mondialement FLE qui a été organisé à l'occasion de la Journée internationale du prof de français par le comité israélien d'organisation qui comprend, outre l'association des professeurs de français que je représente, je m'appelle Myriam Rosenbaum, l'inspection générale de français et l'Institut français d'Israël qui ont collaboré très fortement à l'organisation de cet événement. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nadine Kupertitso, qui est la directrice du programme de culture française et professeure au département d'histoire générale de l'Université de Tel Aviv. Nadine, vous êtes spécialiste de l'histoire culturelle de la France au début de la période moderne, c'est-à-dire le XVIe, XVIIe siècle, la Renaissance et les guerres de religion, si je n'oublie rien. Vous présidez également de manière tout à fait concrète et sur le terrain depuis 2005 le comité pour l'enseignement du français du ministère israélien de l'Éducation. En 2014, vous avez lancé à l'Université de Tel Aviv le programme diplômant de licence et de maîtrise en culture du français. Vous abordez dans votre intervention, vous abordez une problématique essentielle dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, qui est de s'interroger sur l'incidence que pourraient ou qu'ont déjà les pratiques nouvelles, modernes sur la transmission dans des disciplines comme les sciences humaines et sociales, et que ces pratiques nous soient utilisées volontairement ou qu'elles nous soient imposées de l'extérieur, comme aujourd'hui, par exemple. Alors, je vais vous laisser la parole de manière à ce que nous soyons informés sur ce problème. Merci beaucoup, Nadine. C'est moi qui vous remercie, Myriam, et je remercie aussi les organisateurs de m'avoir associé à cet événement impressionnant de par la diversité des sujets abordés et le nombre des intervenants qui témoignent de l'intérêt suscité par cette rencontre. La crise aura cela de bon que de nous avoir mis l'outil Zoom entre les mains, et s'il a des défauts, il faut tout de même reconnaître qu'il nous permet ce miracle de rassembler à peu de frais des communicants de plusieurs fuseaux horaires, nous avez-vous dit à l'instant, et de créer des interactions jusqu'ici inédites en Israël. Donc bravo aux organisateurs pour cette initiative qui, j'espère, aura une suite. Alors, depuis mars dernier, en fait, depuis le début de la crise de la Covid-19, nous, enseignants à l'université, avons été happés dans un tourbillon qui nous a fait passer du jour au lendemain, du présentiel au virtuel. Je vais faire un partage d'écran pour afficher le diaporama et je ferai des allées et venues entre le diaporama et la plénière. Alors, un premier constat qui n'est pas le mien, qui est celui d'un autre universitaire qui publie sur AI-Info, et il nous dit la chose suivante. En l'espace d'un mois, alors moi je parlais du tourbillon, on lui parle de tsunami. Un tsunami numérique vient d'emporter les us et coutumes universitaires enracinés depuis des décennies. Les professeurs les plus réfractaires à l'univers digital ont dû, en un claquement de doigts, adopter des outils qu'ils n'auraient sinon jamais acceptés. Les historiens de l'université démontreront peut-être un jour que le coronavirus aura davantage révolutionné les modes d'enseignement que plusieurs années de réformes. Bien sûr, dit-il, il est trop tôt pour en mesurer le réel impact, mais ici et là, de premières réflexions sur l'ère post-pandémie émergent. De quoi l'université Zoom est-elle l'embryon? Quels outils perdureront au-delà de la crise?
quelles en sont leurs limites et comment passer du système D actuel à un enseignement à distance de meilleure qualité. Alors, il est vrai que l'université de Tel Aviv était déjà bien rodée à l'enseignement à distance avec le téléenseignement, mais il se pratiquait jusque-là surtout dans les facultés de médecine et de biologie où les amphis sont trop petits pour accueillir l'affluence des étudiants. Si on sait que pour les sciences de la nature, le téléenseignement donne des résultats satisfaisants, qu'en est-il pour les lettres, les sciences humaines, dont l'enseignement est basé sur la transmission de connaissances, certes, mais aussi et surtout sur la maïeutique. La maïeutique, c'est-à-dire ce dialogue très particulier qui consiste à encourager l'élève à participer à une discussion au cours de laquelle le savoir se construit. Le pédagogue pose ses questions, oriente la pensée de l'étudiant et lui apprend, en la reformulant, à la rendre conforme aux règles du débat académique dont les caractéristiques sont la rigueur, la logique, la variété et la pertinence des sources utilisées, le recours à une langue soignée, etc. Or, qu'advient-il du rapport prof-élève en régime Zoom? Pour répondre à cette question, je repasse au diaporama et je lis cette deuxième citation. Ça c'était celle que je vous ai déjà lue, nous parlons maintenant du rapport maître à élève à l'ère du virtuel, et je cite, « Dans cette refonte rapide et radicale de l'éducation, certaines pertes se font sentir lourdement. La tabula rasa fait émerger de nouvelles nostalgies inattendues. Du placard des oubliés post-Covid, un mammifère de l'ancien monde vient hanter nos étudiants. Le maître incarné, le professeur en chair et en os, avec sa voix, ses regards, ses gestes, ses mimiques, ses à côté du discours, son aura bien particulière. Où est le maître dans l'écran? Qu'a-t-il encore à transmettre une fois virtualisé, digitalisé, zoomisé ou encore skypisé? Alors, voilà ce qu'un étudiant pense de la chose. Il dit « Je suis sur mon ordinateur, la leçon est désincarnée ». C'est la deuxième fois que nous rencontrons un adjectif désincarné. Le professeur ne regarde plus personne. Le son du micro a l'air de résonner dans le vide. J'ai l'impression d'écouter un YouTuber. Des cours fantômes, des maîtres YouTubers, des leçons tutos, des étudiants rendus brutalement anonymes, des sempiternels problèmes de réseau ou d'identifiant. C'est bien l'un des nouveaux visages de l'université. Dans cette nouvelle page de l'histoire, c'est ainsi la vieille alliance maître-élève qui se trouve profondément ébranlée. À une époque où les changements sont si rapides, il convient de s'interroger pour essayer de comprendre ce qu'on y gagne et inévitablement ce qu'on y perd aussi. Le Zoom, dernier avatar de la révolution cybernétique, est-il un outil d'urgence ou bien est-il là pour durer? Quelle discipline pourrait nous aider mieux que les neurosciences pour essayer d'évaluer ce qui se passe et qu'en disent-elles? Et là, je voudrais citer Alain Goudet pour écouter son interprétation. Alors, je le mets en grand. Ça, c'est le rapport maître-élève. Voilà ce que nous dit Alain Goudet des limites des écrans pour les activités intellectuelles. C'est extrêmement intéressant. Le maniement désormais quotidien des écrans par les enseignants et les étudiants permet aussi, à contrario, d'en mesurer les limites, ce qui peut être riche d'enseignement pour la suite. Alain Goudet travaille plus spécifiquement sur le concept de déficit vidéo. Je cite, « Les neurosciences montrent aussi que voir un prof en vrai et voir le même prof en vidéo n'a pas du tout le même effet en termes d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle le déficit vidéo. Ce ne sont pas les mêmes circuits qui fonctionnent dans le cerveau. » Alors, c'est intéressant d'avoir cette verbalisation théorique de quelque chose que les enseignants en virtuel ressentent de façon intuitive. Alors, permettez-moi à ce sujet et à titre d'exemple de revenir loin en arrière. Quand j'ai commencé à me servir d'un ordinateur, c'était en 1984, à l'époque, l'ordinateur remplaçait avantageusement la machine à écrire.
C'était un outil plus perfectionné dont on se servait essentiellement pour le traitement de texte. Il permettait d'effacer sans avoir à tout retaper, pour les néandertaliens comme moi, qui ont connu la machine à écrire. Même à ce niveau primaire, qui est le traitement de texte, l'ordinateur, sans qu'on s'en doute à l'époque, avait induit déjà une révolution dans l'écriture même de nos textes. J'indiquerai les signes les plus apparents. Disparition du plan, disparition du brouillon. On se lance et voilà le texte qui s'écrit et qui peut tout aussi facilement s'effacer, se disloquer en blocs et se recomposer. Tous les aspects de l'apprentissage de la composition, de la rédaction, puis de la dissertation s'en sont trouvés profondément modifiés. C'est moins une critique, une observation qui débouche surtout sur la nécessité de prendre conscience de ce que cette révolution change dans nos manières d'écrire et de penser. Qu'est-ce que le passage au traitement de texte a modifié dans nos pratiques d'écriture? Alors, la première évidence est qu'on écrit certes plus facilement, mais écrit-on mieux? Est-ce que la rapidité de l'écriture, cette apparente facilité que permet la machine, ne nuit pas en fin de compte à la qualité de la rédaction et en amont à celle de la réflexion? Alors, j'ai plaisir à évoquer mon directeur de thèse, Jean Séard, qui est né en 1936, mais qui était quand même rompu à l'ordinateur et qui me confiait préférer rédiger à la plume. L'effort calligraphique, me disait-il, me donne le temps d'affiner ma pensée, de peaufiner mon style. Réflexion à méditer, bien qu'il serait illusoire de vouloir retourner en arrière. Alors que l'institution en général est souvent hostile et lente face au changement, l'adoption de l'Internet a été fulgurante. Les universitaires ont très vite compris les avantages que représentait l'Internet et l'ont intégré pas seulement à leur enseignement, mais à leur pratique professionnelle au sens large. La transition informatique s'est faite rapidement sur le modèle d'une main de fer dans un gant de velours, en quelque sorte. Rien n'a été imposé, tout a été proposé. L'université de Tel Aviv, dès les années 90, par exemple, a très rapidement proposé une plateforme destinée à afficher nos cours. Il s'agit du Moodle, qui est devenu un outil courant à présent dans toutes les universités de par le monde. Sa mondialisation signe son succès d'une part, mais nous oblige à nous en servir de l'autre avant même d'avoir pu réaliser tous les enjeux de ce changement sur notre enseignement, sur le découpage et les contenus des matières enseignées. Tout prof qui se respecte doit marcher avec le progrès. Alors, des séances de formation ont été organisées, des ateliers sont régulièrement proposés pour nous perfectionner dans l'usage de l'outil informatique. Mais il s'agit de la dimension technique. Toute la réflexion pédagogique est très en retard. Le côté ludique et facile de l'objet séduit, bien sûr, il faut en convenir, même pour quelqu'un comme moi qui n'a pas forcément la fibre technologique très développée. Je pourrais difficilement envisager de retourner faire mes cours à l'ancienne. Alors, sur Moodle, une fois que le syllabus, c'est-à-dire le programme du cours est en place, je vais créer une bibliothèque virtuelle. C'est-à-dire que je vais décharger des articles, des documents, des images, des extraits de films trouvés dans les fonds universitaires spécialisés, dans le meilleur des cas, voire même sur YouTube, et les mettre à disposition des étudiants via le site de mon cours. Solution simple, pratique et efficace au sens où personne n'est plus tributaire des heures d'ouverture de la bibliothèque. Chacun peut consulter à sa guise, de chez lui, sur son ordinateur, le matériel du cours. Alors, de quoi se plaint-on? Bien, on trouve toujours de quoi se plaindre, car bien que le système ne mette pas fin totalement aux errances dans les rayons d'une bibliothèque, il les réduit tout de même considérablement jusqu'à en faire perdre l'habitude et le goût aux étudiants. À l'heure des bibliothèques virtuelles, sur mesure, ont-ils ou elles encore la curiosité d'aller fouiner dans une vraie bibliothèque? Les grands répertoires américains, ProQuest, Muse Project, JSTOR, mettent à disposition en ligne des milliers d'articles scientifiques. L'efficacité, la richesse, le temps gagné ne se discutent certes pas. Ce qui se discute en revanche est le changement dans l'affichage des recensions annuelles qu'on connaissait du MLA ou du CLAP sous leurs versions imprimées, qui permettaient de voir en un coup d'œil tout ce qui s'était publié dans l'année par auteur ou par thème dans différentes revues scientifiques. Se pose ensuite la question de la langue, ou autrement dit, la suprématie de l'anglais. Lorsque j'interroge de chez moi des grands répertoires électroniques de revues dont les Américains
ont le monopole, je remarque qu'ils recensent majoritairement des articles en anglais. Si je cherche des articles en français, j'irai consulter les moteurs de recherche comme Revue.org, Percé.org, Cairn ou encore HAL, les affiches et les archives ouvertes. La France, pourtant pionnière en matière de Minitel, a pris un retard difficilement compréhensible sur les Américains en matière de numérique. De plus, en dehors de la France, il faut souvent batailler avec les bibliothèques universitaires pour qu'elles acceptent de souscrire aux abonnements des moteurs de recherche français afin de permettre un accès facile aux produits de la recherche en français, sévèrement concurrencés par la suprématie des moteurs de recherche américains. Et une fois ceci dit, est-ce qu'on trouve toujours ce qu'on cherche? Autrement dit, comment est-ce que l'indexation fonctionne pour la recherche? Je parle maintenant d'indexation d'articles et j'en suis à peu près à ce stade-là de mon PowerPoint, qui vous donnera un peu le point essentiel dont j'ai parlé jusqu'ici. Fulgurance de l'Internet de l'électronique, temps de réflexion d'une part et lenteur de la recherche, le problème de la maïeutique, spécifique des sciences humaines, l'exemple que j'ai donné du traitement de texte, ensuite celui des sites électroniques pour les cours universitaires, et le fait que les grands perdants de l'opération sont bien entendu les livres, et j'y arrive. Alors, au niveau de cette problématique de l'indexation, ce sont les mots que nous allons inscrire dans les menus des moteurs de recherche pour trouver les articles pertinents. Eh bien, là aussi, il faut savoir trouver les mots-clés sous lesquels les articles ont été indexés et espérer pouvoir faire confiance à la machine qui, en un clic, en quelques secondes, affichera une liste d'articles, me fera découvrir de nouvelles revues, de nouveaux chercheurs, et je n'aurai plus qu'à lire ou encore à télécharger les articles pertinents directement sur mon ordinateur et de là, à les déposer sur les étagères de la bibliothèque virtuelle sur le site de mon cours. Bon, il est bien sûr impératif que les articles qu'on utilise pour la recherche viennent de sources autorisées, c'est-à-dire de revues qui exercent un contrôle par le biais d'une lecture des pairs, ce qu'en anglais on appelle de peer-reviewed. Alors, ce que j'ai décrit là du nouveau fonctionnement électronique de l'enseignement comme de la recherche semble merveilleux. Plus besoin de photocopie, les bibliothèques universitaires dépensent des fortunes pour mettre à disposition des profs et des étudiants ces grands répertoires de revues qui permettent de se tenir à peu près à jour. À peu près parce que très souvent, les derniers numéros des revues ne sont pas encore consultables sur le net ou bien ils le sont moyennant paiement. Et pour avoir accès au grand répertoire, il faut appartenir à une institution à jour de ses cotisations. C'est-à-dire que l'on a moins besoin de courir à Paris en bibliothèque pour se mettre à jour des dernières publications. Ce qui est vrai dans l'ensemble pour les articles ne l'est pas pour les livres. Et en ce qui concerne l'élaboration d'une bibliothèque virtuelle, les grands perdants de l'opération sont les livres. L'Internet ne donne accès qu'aux livres tombés dans le domaine public, c'est-à-dire ceux qui ont été publiés il y a au moins 60 ans, ou bien il faut s'en remettre aux géants Google Books qui n'en donnent que des extraits. C'est un fait. L'Internet privilégie l'article comparé aux livres et aux essais scientifiques. Quelle en est la conséquence? La réponse est un peu de l'ordre du Reader's Digest. On demande souvent aux auteurs de thèse de résumer leur travail et d'en faire un article, car qui va se donner la peine d'aller lire les 300 pages d'une thèse? Alors, qu'est-ce qui passe à la trappe dans ce cas de figure? Eh bien, ce sont les exemples, les nuances et souvent le débat d'idées qui sous-tend la thèse. Dans une société qui exige d'aller vite, où tout s'obtient sur un clic, nous nous sommes habitués au règne de l'instantané. Or, la recherche, elle, demande du temps pour réunir les textes, du temps pour les lire, pour les assimiler, pour les faire dialoguer entre eux, et éventuellement pour repérer la faille du raisonnement ou de la documentation pour compléter et élaborer le chaînon manquant. La recherche est lente parce qu'elle est minutieuse. Elle demande de la patience et est souvent à l'opposé du mode de fonctionnement global de notre société qui va toujours plus fort, toujours plus vite. Je ne peux pas penser à un meilleur exemple que celui de la course au vaccin contre le corona. Ce qui prend d'ordinaire 8 ans en test, en vérification, a été obtenu en moins d'1 an.
Certes, nous sommes dans l'urgence, mais cela donne tout de même à réfléchir. On est témoin ici de l'incompatibilité flagrante entre le temps de la recherche et les attentes de la société que la rapidité d'exécution de l'informatique a profondément changé. Or, l'Internet a ses limites. On ne peut pas, en littérature par exemple, obtenir les récentes éditions scientifiques et autoriser des textes littéraires classiques. Il faut en passer par le livre papier. Les maisons d'édition françaises ne se sont pas toutes mises au Kindle, loin de là. Quand on cède à la facilité et qu'on cherche ces textes sur Internet, on trouve les éditions anciennes, c'est-à-dire dépourvues d'appareil critique. Or, on ne peut pas lire Rabelais ou Montaigne sans le guide précieux des notes de bas de page et de leurs explications. Nous n'avons plus le même savoir que celui des humanistes. Nous ne partageons plus les mêmes références. Je ne dis pas que nous sommes ignorants, loin de là, mais notre savoir a changé. Nos références ne sont plus les mêmes. Et surtout, on ne peut pas, dans une approche universitaire de ces textes, faire l'économie des résultats de la recherche. Ceci dit, l'Internet donne des résultats merveilleux. Je pourrais citer par exemple l'entreprise de Montloup, menée par Marie-Luce de Monet-Launay au Centre supérieur de la Renaissance à Tours, qui affiche le texte des essais de Montaigne dans sa version de 1592. Et en regard, on a la possibilité de voir ex libris, quelquefois, de la bibliothèque même de Montaigne, les citations des textes auxquels il fait allusion. Alors, bien entendu, le fait de pouvoir feuilleter un peu avant, un peu après, donne des résultats tout à fait étonnants. Alors, je voudrais maintenant aborder les derniers points de cet exposé pour que vous puissiez me suivre. Voilà, j'ai parlé de cela et j'arrive maintenant à la suite. Alors, chaque fois que je me branche sur Zoom pour donner mes cours et que le visage de mes étudiants s'affiche à l'écran, je reviendrai ensuite sur le diaporama, je ressens ce sentiment enivrant de triomphe sur le virus. En dépit des confinements et du danger de la contamination, voilà un moyen simplifié mais brillant qui nous permet de conserver la majorité des paramètres nécessaires à l'enseignement. Ce n'est pas l'idéal, mais après plus de 8 mois de pratique, je peux affirmer que c'est d'autant plus faisable lorsqu'il s'agit d'un public estudiantin plus mûr, plus discipliné et plus autonome aussi que ne le sont les écoliers et les lycéens. La maîtrise de l'outil Zoom a été très rapide et il s'est imposé avec fulgurance partout. Et je suis prête à parier qu'il ne disparaîtra pas de sitôt. Si les actions de Zoom ont baissé en bourse au moment où les compagnies pharmaceutiques annonçaient les taux de réussite élevés pour la dernière étape des tests des vaccins, je ne pense pas que Zoom disparaîtra de la scène universitaire du sitôt. Il faut prévoir qu'il nous obligera à repenser nos enseignements pour mieux les adapter à cette technique dont les avantages sont peut-être plus apparents que les inconvénients. Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots des inconvénients. Ça vous étonnera peut-être, mais il m'est apparu qu'il y avait vraiment une catégorie particulière entre le Zoom et le genre, c'est-à-dire le Zoom et le sexe des personnes participant à ces Zooms. Alors, je fais cours, normalement, à un public mixte, et je remarque que parmi les intervenants dans mes cours, les hommes prennent à 70% l'initiative de la réponse, alors que seuls 30% des femmes interviendront. Lorsqu'il a fallu faire face au phénomène des caméras fermées, par exemple, ces rectangles noirs qui s'affichent, c'est-à-dire que la personne est là, oui ou non, mais elle refuse d'afficher son visage, eh bien, il y a ici une ventilation générique très claire. Les hommes sont davantage enclins à ouvrir leur caméra, à s'afficher en quelque sorte, alors que les femmes préfèrent rester dans le noir. Alors, est-ce que le fait de se voir parler serait plus inhibant pour les femmes que les hommes? Est-ce que les femmes seraient plus sollicitées du fait qu'elles sont à la maison à faire quelque chose d'autre en même temps que l'écoute d'une conférence? C'est toutes sortes de questions qui restent encore à résoudre. Autre problème, c'est celui que pour se voir, il faut le vouloir. C'est le problème des heures de la réception. Et c'est un problème douloureux pour moi parce que pendant mes heures de réception, en fait, c'est le moment où j'initie les étudiants à la recherche.
Nous faisons des recherches sur un ordinateur, nous regardons ensemble l'écran, je les guide, etc. Et avec le Zoom, eh bien, fini les rencontres fortuites dans les couloirs de l'université ou dans la queue de la cafétéria, ou aux heures de réception, lorsque notre porte reste obligeamment entrouverte pour inviter les étudiants à entrer, à s'asseoir dans nos bureaux. Pour communiquer, il faut dorénavant le prévoir et s'organiser en amont, prendre rendez-vous, envoyer un lien. Dans l'ensemble, le temps de contact avec les étudiants a sérieusement diminué. Lors d'un rendez-vous Zoom, on est ponctuel et le rendez-vous dure moins longtemps qu'un entretien in presentia. Et c'est exactement ce que nous dit ce chercheur. Je cite, de fait, c'est notre chercheur en neurosciences, de fait, un échange par visioconférence pour un cours ou une réunion de travail est appauvri, pointe Alain Goudet. D'abord, il y a moins d'informels, tout est planifié à l'avance, l'échange lui-même n'est pas plein et entier. On sait que dans la communication, beaucoup de choses passent par du non-verbal. De plus, la gestuelle n'est pas la même. Un cadrage à l'italienne ne permet pas de voir les bras, par exemple. Appréhender le monde à travers un écran, c'est l'appréhender en 2D alors qu'il est en 3D. Intéressant parce que, d'après ce chercheur, cela a bien sûr une incidence sur l'enseignement, sur la transmission et surtout sur la réception de cet enseignement. Alors, ces heures de réception ont été souvent consacrées à l'initiation à la recherche, comme je vous le disais, et les grands moteurs de recherche américains qu'on évoquait tout à l'heure, ProQuest, JSTOR, MuseProject, permettent de trouver très rapidement une liste d'articles qu'on peut décharger sur son ordinateur. En fonction des mots-clés que l'étudiant saura ou non inscrire sur le menu de recherche, les résultats peuvent être très différents. Il faut donc du doigté, de l'expérience pour réunir les articles pertinents pour une recherche donnée. La moisson s'avère souvent même trop fructueuse. Que faire quand on a 500 articles qui tout à coup s'affichent? Alors, il faut apprendre à serrer, il faut mettre en place des critères d'élimination. Et les grands perdants de cette recherche sont, encore une fois, les livres, puisqu'ils tombent sous le coup des droits d'auteur, ils sont rarement téléchargeables en entier. De là, nos étudiants ont tendance à privilégier les articles qu'ils obtiennent en un clic au livre qu'il faut repérer et aller chercher en bibliothèque. Alors, pour terminer, je voudrais vous projeter ce qu'en disent les étudiants. Et ce qu'en disent les étudiants, je l'ai trouvé répercuté par le vice-président de l'université d'Aix-Marseille, qui est la deuxième université de France. Et voilà ce qu'il a dit, c'était dans les mois d'été. À Aix-Marseille Université, par exemple, on n'a pas encore envisagé de repartir à la rentrée sur une forte distanciation sociale et en mode distanciel. À vous, Lionel Nicot, vice-président formation. Et je cite, « Car l'enseignement à distance n'est tout simplement pas le modèle de l'université. Le fonctionnement de base de l'université, ce sont des interactions entre étudiants et enseignants dans une salle de cours. D'ailleurs, ce sont les formations les plus encadrées qui sont les plus demandées par les étudiants. » Alors, c'est emblématique que je veuille terminer, que le mot de la fin soit la parole donnée aux étudiants, qui est le second pôle de cette réflexion autour de réflexion rapide, autour du virtuel et du Zoom à l'université. Et je serai heureuse de répondre à vos questions si toutefois il y en a. Myriam, il faut brancher votre micro. Je suis là, je manie aussi. Alors, je vous remercie pour ce panorama rapide, mais très, très, très complet de cette réflexion qui s'impose, à mon avis, sur nos pratiques. En commentaire, vous avez plusieurs choses qui sont assez emblématique, à mon avis, de
de ce qui se passe. Par exemple, Fabienne dit qu'elle languit l'université en vous écoutant, et je crois que c'est tout à fait peut-être très, très symptomatique de ce qui est là. Alors, nous sommes là, Fabienne, et même en virtuel. Vous avez une question, vous avez une intervention d'une participante, Angela, d'abord qui abonde dans votre sens en disant que les journaux scientifiques qui publient en anglais ont la priorité, et j'ai l'impression qu'elle le déplore. Si Angela veut prendre la parole, je peux la lui donner pour poser sa question. Angela, vous êtes... Ah, il n'y a pas de question ouverte. Non, j'ai l'impression que ça ne va pas pouvoir se faire techniquement. En tout cas, je n'y arrive pas. Oui, elle abondait dans votre sens. Vous avez donné les côtés positifs, bien entendu, de ces pratiques, et vous en avez donné les côtés négatifs, et vous avez terminé sur quelque chose qui m'interpelle beaucoup en disant que ce n'est pas, je crois, la citation de votre dernière référence, c'était ce n'est pas l'esprit de l'université. Zoom, en fait, n'est pas l'esprit de l'université, parce qu'en plus de l'interaction entre l'enseignant, le professeur et les étudiants, il y a l'interaction entre les étudiants, et ça me paraît être un point très, très important. Mais bien sûr, ce qu'il y a, je peux même raconter une anecdote. Ma fille qui fait médecine a eu donc ce téléenseignement, et je la tensais pour qu'elle quitte la banquette du salon et avec son ordinateur et son café et ses petits beurres, et qu'elle aille à l'université en disant après un cours en amphi, on en discute, on échange, on va plus loin, et tu te prives de tout cela. Alors, on a affaire à une autre génération qui est très formatée, qui sait exactement où elle va. Ça aussi, il va falloir faire avec, et surtout essayer de faire revenir les étudiants à la vie estudiantine. Je crois que c'est une étape qui est fondamentale. Vous avez entièrement raison, Myriam, c'est une étape fondamentale dans l'épanouissement intellectuel d'un individu. C'est aussi une étape fondamentale dans l'assimilation des connaissances. Il n'y a pas d'assimilation si on n'en discute pas, si on ne les manie pas, si on s'y essaye pas dans un cadre qui n'est pas obligatoirement formel, celui de la discussion entre amis, entre pairs. Oui, vraiment, ça me paraît essentiel. Vous avez une remarque de Christina Alvarez qui dit qu'il faudrait effectivement que les revues scientifiques en français se fassent indexer pour attirer des publications de chercheurs et de chercheuses en français. Les revues espagnoles le font systématiquement. Est-ce que vous avez des lumières à apporter sur ce… Oui, je peux dire que dans mon propre domaine, je remarque que quand j'envoie un article, c'est presque systématique maintenant, on me demande un résumé en anglais. On me demande un abstract, donc un résumé en anglais, et quelquefois aussi une liste de mots-clés, jusqu'à 8 mots-clés par article en français et en anglais. Et donc, c'est vraiment obligatoire. Mais d'un autre côté, étant donné qu'il y a cette suprématie des États-Unis au niveau universitaire, il faut aussi préserver la légitimité de la recherche qui s'est créée en français. Parce que très souvent à l'université, je risque même d'être pénalisée par le fait que je mets toujours un point d'honneur à écrire en français, parce que je travaille sur des textes en français du XVIe siècle, et mes lecteurs sont essentiellement la communauté des chercheurs français, et ceux qui, à l'étranger, travaillent sur ces textes-là, maîtrisent le français, en tout cas suffisamment pour lire un article en français. Alors, vous voyez, on est pris entre deux feux. D'un côté, on veut participer, bien sûr, à la recherche globale qui se fait en anglais, mais d'un autre côté, il faut préserver la spécificité de notre écriture et puis de notre démarche. C'est aussi notre école qui est l'école de pensée française.
Bien sûr. Et c'est un petit peu le sujet de ce colloque, en fait, puisqu'il s'adresse aux enseignants de français, en français, et de tout bord. Mais vraiment, je pense que ça donne une rencontre pareille, même virtuelle. Je dis bien même virtuelle, parce que pour moi, c'est très difficile. Rien ne remplace le contact vrai. Mais même virtuel, une telle rencontre peut donner un peu de punch, d'enthousiasme à tous ces enseignants. Vous avez une remarque de Mfeliga Yedi Bauma, qui est vraiment, toute cette journée, je l'ai vu apparaître sur beaucoup de conférences. Il nous dit « Tout change et nous devons vivre avec notre temps ». Et j'ai l'impression que c'est une citation de Sédou Badiane. Et il vous demande ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut conserver, Oui, se conserver? oui. Moi, je pense qu'il a raison, que ça ne sert à rien de nager à contre-courant, mais qu'il faut rester à l'affût. Il faut essayer à chaque fois qu'on a glissé dans ces pratiques de l'Internet avec une telle rapidité qu'on n'a pas eu le temps de se poser les questions nécessaires à préserver tout ce qui faisait la spécificité de notre enseignement. Alors, bien sûr, marcher avec le progrès, marcher avec son temps, ça serait carrément stupide de prêcher autre chose, mais en essayant de garder un esprit critique, en essayant à chaque pas de faire le bilan entre ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd. Oui, en fait, apprivoiser les outils et essayer de les mettre à notre service plutôt que le contraire, quelque chose. Exactement. Comme ça. Voilà, je vais me tourner vers le public et demander s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Vous êtes tout à fait invités. Vous avez des remerciements, beaucoup de bonnes réflexions. Merci Nadine. Vous avez beaucoup de remerciements et je vois ça sur le chat et c'est moi qui vous remercie de votre écoute et voilà. Puis surtout de vous être attelé à cette immense entreprise. Oui, c'était un plaisir de le faire et d'en voir les résultats. Vraiment, c'était très, très intéressant. S'il n'y a pas d'autres questions, attendez, il me semble que nous avons quelque chose ici. Oh, je ne veux rien, non, un remerciement de Mpeliga. Donc, je ne veux absolument pas manquer les questions. J'espère que j'y suis arrivée. Alors, je vous rappelle que l'intervention de Nadine ainsi que toutes les autres interventions seront disponibles à partir de la semaine prochaine sur notre site. Vous pourrez y retourner, les écouter, les réécouter, les diffuser aussi parce que c'est un petit peu le but de cet événement, d'accueillir et de diffuser et de montrer que le français est vivant, que le français se pose des questions, que le français a un certain dynamisme. Ne nous quittez pas parce qu'à 18h, il y a la cérémonie de clôture avec une intervention de M. Schiss et je pense que c'est très intéressant à suivre. Vous retournez sur le site et vous cherchez cérémonie de clôture et discours de clôture et vous y aurez librement accès. Et je vous remercie Nadine vraiment de cette mobilisation, de cet engagement et j'espère vous retrouver très bientôt autour de d'autres tables rondes, carrées, des petites lucarnes, quelque chose. Voilà. Et à tous, merci. Merci beaucoup. Oui, Fabienne, il y a effectivement une clôture. Vous retournez sur le site et vous cherchez discours de clôture et vous aurez la clôture. Voilà. À très bientôt. Merci, Mariam. Merci. Au revoir à tous. Au revoir à tous.